Quoi lire cet été? Eh bien, on va suivre les conseils de Stéphanie Ferrial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à la librairie du Canal. Oui. Et vous venez très astucieusement avec 5 livres de poche. Tout à fait. Voilà, comme ça on ne se ruine pas et on passe des moments fabuleux. Vous avez sélectionné 5 livres qui vous ont marqué, je suppose. Oui, qui m'ont retenu. Puis 5 livres, en fait, des sujets un peu avec différents, des sujets très différents, qui fait que c'est un petit peu pour tout le monde, assez éclectique. Donc je pense que tout le monde y trouvera au moins un pour cet été. Alors, on va commencer avec un livre qui est, je ne sais pas, hors du temps peut-être, je ne sais pas comment on dit, dans le temps, qui est celui de Stefano Massimi, qui s'appelle Les Frères Lehmann. Alors, quand on dit Les Frères Lehmann, comme ça, bon, on se dit, qu'est-ce que ça peut être des Frères Lehmann? Et puis, si on traduit, on traduit ça par Lehman Brothers. Tout à fait, voilà. Et là, on se dit, ah oui, les subprimes, la crise économique de 2008, etc. Tout à fait. Et c'est ça, en effet. C'est tout à fait ça. C'est même plus que ça. C'est même plus que ça. On part carrément de 1844, 45. Oui, c'est quand les Lehmann qui sont allemands, je crois. Ils sont d'origine allemande, partent pour les États-Unis. Voilà, ils fuient tout simplement un énième pogrom. Et ils arrivent aux Amériques, comme on disait encore à cette époque-là, avec surtout la volonté de pouvoir vivre mieux. C'est pas tant de faire fortune, mais c'est de vivre mieux. Sauf que ces gars-là, ils ont du flair, ils arrivent à New York, on est en 1840, 1850, tout est en train de se faire, la ville aussi, et c'est des gars qui ont du flair, qui ont de l'audace, et en fait, on va suivre avec eux, donc jusqu'en 2008, effectivement, avec la chute. C'est ça, 1844-2008, voilà, c'est ça. Ah oui, complètement. Leur épopée, parce que c'est une vraie épopée familiale, c'est vraiment ça. La construction, tout simplement, d'une ville, la construction d'un pays, et la construction de ce qui va être, effectivement, évidemment. Une fortune, mais également une fortune internationale. Absolument. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, le livre fait à peu près 800 pages, je crois. Oui, à peu près. C'est pas gros. bien. Oui, c'est gros. Mais quand je disais c'est une sorte d'ovni, c'est un peu ça. Oui, complètement. C'est un ovni. Alors, je peux montrer, effectivement, tout simplement. C'est écrit en fait en chant libre, comme avait fait Fuentinos avec Charlotte, ou comme avait fait Joseph Pontus avec À la ligne. Absolument. Donc en fait, c'est pas du tout un alexandrin, donc c'est lisible très facilement. C'est du vers libre. C'est peu utilisé effectivement en littérature. Par contre, ça donne un rythme absolument génial. C'est assez fort, c'est assez dynamique, et surtout pour le sujet qui est là. Je trouve que ça correspond tout à fait au sujet. Ce capitalisme qui est en train de se faire, cette ville de New York qui est en train de se faire. En plus, il y a un humour, il y a un folklore juif tout le long du roman. Vraiment, ça se termine d'ailleurs par un kaddish, tout simplement, en 2008. Très souvent, moi, à la lecture, j'avais l'impression d'être dans un tableau de Chagall, avec ces explosions de couleurs, vous savez, ces mariés qui sont là. Il y a à la fois du rêve, de la magie, et puis quelque chose de très concret et très réaliste. Ils vont effectivement donner un peu de sous à quelqu'un qui veut faire du chemin de fer et personne n'y croit, et eux ils se disent oui, tiens, pourquoi pas, voilà 3 francs 6 sous. Au cinéma c'est pareil, personne n'y croit, que c'est que ce truc, et en fait à chaque fois ils vont donner ça, et du coup le roman est fait comme ça, de façon très, très rythmée, et ça donne effectivement une épopée assez extraordinaire. Moi je me suis régalée à lire ça, et finalement tous les gens qui ont lu ce livre, ça les a marqués, quoi. Ah mais totalement. Il y a une phrase de Stefano Massimi que j'ai relevée, qui dit: j'ai voulu montrer l'humanité et la poésie de la banque. Ah oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément facile, pardon aux banquiers. Parce qu'on pourrait se dire, les Lehman Brothers, au fond, les salauds, quoi. Tout à fait. Si on regarde que la fin, des profiteurs, etc., puis qui ont fini par tomber. Mais au fond, c'est une épopée. C'est une épopée, mais justement, c'est ce qui montre aussi, c'est comme quoi, finalement, à un certain moment, ça suffit plus, il faut toujours plus. Le plus donne toujours, donne toujours envie du plus. Et le pouvoir donne aussi envie du plus. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Le Dictateur de Charlot, on voyait Mussolini et Hitler, qui sera le plus haut, et puis finalement il tombe. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. On en veut toujours plus, et puis finalement, à quoi ça sert ? Le capitalisme, c'est un peu la loi du capitalisme. Il faut toujours aller. Oui. Comme disait quelqu'un, c'est comme si vous êtes sur un vélo, si vous arrêtez, vous tombez, quoi. Ah, totalement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, les frères Lehmann, donc les Lehman Brothers, les Lehman Brothers, voilà, de Stefano Massimi, je crois qu'il vient du théâtre. Alors en fait, c'était une pièce de théâtre à la base, et il en a fait. Ouais, c'était une pièce de théâtre à la base, et il en a fait un roman.
Donc ça a été lu aussi. Voilà. Et je ne sais pas si ça peut être adaptable, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut le lire. En fait, je crois qu'au cinéma, ça ne donne pas grand-chose. Au théâtre, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a le rythme du théâtre, et ça je pense que ça peut être pertinent. Et à le lire, c'est effectivement un vrai bonheur de lecture. Et puis on a vraiment comme ça une palette effectivement de l'histoire américaine et de notre histoire aussi à nous. Ouais, tout à fait. Des frères Lehmann, de Stefano Massimi. Je crois qu'il y avait eu le prix Médicis essai. Il avait eu plusieurs prix, effectivement, quand il était sorti. En grand format, il était sorti chez Globe. Et oui, je vois prix Médicis essai et prix du meilleur livre étranger de Sofitel, 2018. Donc oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça c'est très différent. Là, on va se resserrer sur une famille. Bénédicte Belpois. Saint-Jacques, oui. Saint-Jacques, c'est une femme qui s'appelle Paloma qui hérite à la mort de sa mère d'une maison dans les Cévennes, c'est ça? Tout à fait, ouais. Rien à voir avec Compostelle, parce qu'on a tendance à dire... Oui, Saint-Jacques, c'est pas Saint-Jacques de Compostelle. Moi aussi, quand j'ai vu Saint-Jacques, je me suis dit, tiens, c'est peut-être Compostelle, non? Non, c'est juste un des héros qui s'appelle Jacques, et qui est effectivement d'une bonté qui fait qu'on le surnomme le Saint-Jacques. Effectivement, c'est un entrepreneur, Jacques. Oui, c'est ça. En fait, Paloma va hériter d'une maison au fin fond des Cévennes. Sa mère vient de décéder. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère lui lègue cette maison. Au début, elle veut la vendre, puis elle se dit, non, en fait, le site est très beau. Donc, du coup, elle va faire effectivement appel à beaucoup d'artisans dans la région, dont ce fameux Jacques qui est charpentier et menuisier, et qui va l'aider à retaper cette maison. Et finalement, le message, c'est en retapant cette maison, elle va un peu découvrir qui était sa maman. Oui, parce qu'elle n'a pas bien connu ses parents. Non, elle était plutôt en froid d'ailleurs avec elle. C'était même assez dur, les rapports qu'elles avaient toutes les deux. Et elles avaient décidé, enfin, du moins elle, Paloma, avait coupé les ponts. Et du coup, elle va un peu partir sur les traces de l'histoire de sa maman et finalement de sa propre histoire. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai aimé parce que ça se passe dans les Cévennes, et que les Cévennes c'est une région qui est qui est très très belle, et les descriptions d'ailleurs des châtaigneraies, les châtaigneraies sont très bien décrites, les petits matins aussi à l'aube ou le crépuscule, c'est très joliment décrit, et puis cette kyrielle de personnages qui sont là un peu atypiques, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, donc ça m'a plu tout simplement. C'était quelque chose qui, je trouve que le roman apporte beaucoup, est assez bienveillant sans que ce soit du feel good, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Puis d'ailleurs, dans l'écriture, c'est plutôt poétique. Oui. Voilà. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est la transmission, justement. Qu'est-ce qu'on nous transmet? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment je retransmets ça? Et ça m'a plu. Parce qu'il y a toujours des silences qu'on nous transmet, ou des choses qu'on ne sait pas, ou des choses qu'on ne veut pas savoir, des secrets. Voilà. Et j'ai aimé, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et que je trouve intéressants aussi. Et la manière dont elle le fait, j'ai trouvé ça assez bien fait. Voilà. Alors, donc, Bénédicte Belpois, Saint-Jacques, aux éditions Folio. Ouais, c'est en poche, c'est Folio. Voilà. Et ça se lit, effectivement, c'est son deuxième roman, je crois. C'est son deuxième roman, tout à fait. Et elle en a écrit un troisième, là, qui est paru chez Gallimard en janvier. D'accord. Elle a une très belle écriture, c'est assez fluide. Et puis, ça donne surtout envie d'aller se perdre dans les Cévennes. Dans les Cévennes, oui, voilà. Si vous êtes, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être en vacances dans les Cévennes. Tout à fait, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Alors, là, c'est un premier roman, je crois, de Dany Héricourt qui s'appelle La Cuillère. Alors, je raconte très vite, puis on est au Pays de Galles, hein, c'est ça. Et il y a une jeune femme dont le père meurt d'un AVC, et ce qui la fascine, c'est qu'il y a une cuillère en argent avec laquelle il a tourné sur le dernier thé qu'il a bu, et cette cuillère en argent, elle n'appartient pas du tout à ce qui était dans la famille, quoi. Enfin, ou dans l'hôtel, puisque c'était un hôtel. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une famille qui tient un petit hôtel, effectivement, au Pays de Galles. Et au moment où son père décède, Sérène finalement réalise que cette cuillère a toujours appartenu à son père. Il n'y a que lui qui l'utilisait. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette cuillère? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une belle cuillère en argent avec comment dire, il y a un poinçon, enfin il y a un joli liseré dessus. Il y a bébé, je crois, des initiales. Voilà, il y a des initiales dessus, il y a un joli dessin, comme un poinçon. Enfin, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi. Et elle se demande ce que c'est. Et elle est
hormis effectivement la tristesse d'avoir perdu son père, elle essaye de partir à la recherche de d'où vient cette cuillère et d'où vient ce pinceau et pourquoi surtout son père la détenait. Et du coup, ça va l'emmener jusqu'au fin fond de la Bourgogne. Donc elle part en Bourgogne avec sa petite voiture, elle traverse la Manche et elle va essayer de découvrir en fait, un peu comme chez Bellepoix, voilà, qui était son père, voilà, et quelle était l'histoire de son père, voilà, et cette cuillère. À travers la cuillère, quelle était le secret de son père, quoi. Voilà, et puis arriver jusqu'au Pays de Galles. C'est à la fois, il y a beaucoup d'humour, l'humour anglais qu'on aime bien, voilà, c'est ça. Et puis elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années, elle a beaucoup d'autodérision, l'héroïne. Moi, c'est ça qui m'a plu aussi. Elle arrive beaucoup d'humour. Ouais. Elle parle un peu français, mais du coup, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle fait beaucoup de différences sur la langue. Elle traduit parfois littéralement certaines choses, ou elle essaye de comprendre des expressions typiquement françaises, et qu'elle essaye de comprendre, de maîtriser. Elle rencontre des gens qui sont assez atypiques, jusqu'à un château en Bourgogne. Donc la Bourgogne, c'est aussi une belle région. Voilà, ça m'a plu aussi, un peu comme pour Saint-Jacques, cette histoire de transmission, tout simplement. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est aussi, à travers la cuillère, évidemment, ce petit objet, qui était son père, au fond, et qu'est-ce qu'elle est, elle. Tout à fait. De façon plus légère, quand même, qu'avec Bellepoix. Beaucoup d'humour, plus légère. Elle est rigolote avec sa voiture, parce qu'évidemment, elle conduit à gauche, elle est complètement paniquée, elle ne comprend rien de ce qu'elle doit faire arriver en France. Donc, voilà, c'est plus drôle qu'autre chose, mais elle est très attachante et il y a plein de personnages aussi très, très attachants. C'est en sorte un peu un road trip. Oui. Vous voyez, un road trip en France. Un road trip grâce à une cuillère. Voilà, grâce à une petite cuillère et ces jolies petites cuillères. L'idée est formidable. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un premier roman. C'est un premier roman, C'est un premier roman et qui est assez réussi, je trouve, pour un premier roman. C'était chez Liana Levy, une maison d'édition très bonne maison d'édition. Voilà, qui traduit beaucoup d'italien, beaucoup d'italien. Et puis aussi des Anglais ou des Américains, il y a aussi pas mal de Français, bien sûr. Parce que Dany Héricourt, c'est un Français. Oui, tout à fait, oui, c'est une auteure française. Dany Héricourt, la cuillère. Donc, la cuillère, toujours en poche. Voilà, et chez Piccolo. Alors, on continue notre voyage en France, on va aller dans le Lot. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu... avec un auteur que les gens connaissent, je pense, un peu comme Serge Jancourt. La nature humaine, c'est le livre qui lui avait d'ailleurs valu le prix Féminage. Tout à fait, et là, on est il faut se souvenir de 1999, de la tempête. Oui, ça c'est là. Oui, tout à fait. On va suivre effectivement Alexandre et sa famille. On est au pied du Larzac, dans le Lot, comme vous avez dit. Endroit paumé un peu. Un endroit paumé, oui, tout à fait. Tout à fait. Un endroit un peu paumé. Et on va suivre cette famille et cette maison, enfin cette ferme, avec ses terres, de à peu près la Vache Folle, là, au début des années 80, c'était 81 ou 83, je me souviens plus très très bien, et effectivement jusqu'au début des années 2000, jusqu'à la tempête de 99, c'est ça. Donc on a, oui, tout à fait, donc on a à peu près plus de 25 ans comme ça de vie de cette famille. Avec Alexandre qui, un peu malgré lui, donc c'est le Benjamin de la famille, un peu malgré lui va reprendre la terre familiale, malgré lui, parce que finalement ses sœurs aînées, dès qu'elles ont pu, elles ont fait des études, et elles sont parties, parce que finalement reprendre la ferme c'était trop compliqué, c'est trop dur, et c'est vrai que c'est un métier qui est pas forcément facile, quoi. Donc c'est lui qui la reprend. Et on va suivre toutes les évolutions justement que le monde paysan et le monde agricole a connues après la Vache Folle. Déjà la Vache Folle, et puis après toutes les directives qui peuvent être positives ou négatives, ça dépend comment on les vit, d'un côté ou de l'autre, de la terre. Et qui complique ce métier, qui fait que au fond c'est un monde, une sorte de monde qui disparaît, quoi. Oui, totalement. C'est ça, le fond du livre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un des personnages, un voisin de la ferme, qui lui est ancré dans la terre. J'adore ce personnage, je me souviens plus du prénom, et qui est très, justement, encore très tradition et très vieille tradition et à garder. Et pourquoi mettre des éoliennes? Pourquoi avoir des tracteurs qui sont ultra puissants et ultra, voilà. Alors qu'Alexandre, lui, est un peu un pied entre les deux. Oui, entre les deux. Voilà, entre garder effectivement une tradition, mais également se moderniser, tout simplement aussi pour mieux vivre.
Mais ça, en fait, c'est le débat qui traverse tout le monde agricole aujourd'hui. Hein, complètement, tout à fait. Où est-ce qu'il faut aller, jusqu'où il faut aller dans la modernité, jusqu'où il faut aller pour préserver la nature, comment on peut faire pour préserver la nature et vivre quand même. Enfin, c'est toutes ces questions qui se posent, et c'est vrai que cette France qui a été un pays agricole pendant des siècles et des siècles, elle l'a un peu abandonné, cette histoire-là. Et c'est un peu ça, c'est un peu cette... Oui, Joncourt le montre très très bien. Lui-même est originaire du Lot, lui-même vient d'un milieu, je crois, agricole. Et on sent vraiment l'amour de la nature et l'amour de la terre, mais vraiment de la terre elle-même, le respect aussi de la terre, de ce qu'elle donne, de ce qu'elle peut donner, jusqu'où elle peut donner, quitte à mettre des terres parfois en jachère, même si pendant 1 an ou 2, c'est peut-être des vaches maigres qu'il faut manger, mais au contraire, c'est aussi la respecter. Et on le sent énormément dans ces personnages qui sont d'une profonde humanité, qui sont d'une bienveillance incroyable. Et c'est vrai qu'Alexandre est un héros, moi, qui reste... je l'ai lu depuis longtemps. Oui, parce que le livre est paru, je crois, il y a 2 ans, en 2020. Il y a 2 ou 3 ans. Il fait 2020, je crois. Voilà, donc ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans. Et donc voilà, c'est bien de le signaler, parce que c'était un livre qui vous a marqué, je suppose. Ah oui, complètement, oui, Alexandre est un héros qui a marqué. Et puis Alexandre, en plus, il est fou amoureux d'une jeune femme, Constance, qui est allemande, qui voit pas tout le temps, enfin qui est pas forcément non plus en France. Et voilà, il est capable de laisser beaucoup de choses, rien que pour elle. Hein. Et ça m'a touchée, évidemment. Mais pas que ça, c'est aussi vraiment... Joncourt, il a toujours des personnages très enrobants, je sais pas comment, très gourmands. Vous voyez, il y a cette gourmandise de la terre, des autres, de la vie tout simplement. Et ça ressort énormément dans ces textes. Et il en sort un justement pour la rentrée littéraire, là, en août, qui s'appelle Chaleur humaine, et qui est un peu le prolongement de Nature humaine, qui sont les 20 ans après. Et qui est notamment aussi pendant le Covid. D'accord. Et qui sont quasiment les mêmes personnages, enfin, ce sont les mêmes prénoms. Nature donc humaine, on se Chaleur dit, humaine, voilà. Des titres un peu généraux. Tout à fait. Et il y a quelque chose de gourmand chez Joncourt. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien. Et c'est pareil, les descriptions de la nature, les descriptions des animaux aussi, le respect qu'il y a, c'est assez puissant. Voilà. Alors, donc, Serge Joncourt, Nature humaine, c'est en poche. J'ai lu. Et on va terminer alors par un polar que vous avez adoré, je crois. Oui. D'Olivier Noiret, qui s'appelle Dans les brumes de Caplance. Capellan. De Capellan. Je ne sais pas si on dit le S, ceci dit. Dans les brumes de Capellan, c'est très bien. Noiret, il avait un héros récurrent. Tout à fait, Coste. Il s'appelle Victor Coste. Voilà, qu'on a suivi dans une trilogie, Code 93. C'est un flic, C'est un flic, Code 93, Territoire et Surtension. Et à la fin de Surtension, il abandonnait tout et il partait, on ne savait pas très bien où. Entre-temps, il y a eu d'autres livres avec d'autres héros. Sans Victor Coste, et on le retrouve là. Et là, on le retrouve avec bonheur. Il est sur une petite île perdue au sud de Terre-Neuve, dans les brumes. Enfin, c'est vraiment... puis c'est balayé par les vents de l'Atlantique. Enfin, je pense que ça ne doit pas être très, très facile d'y vivre. C'est l'île de Saint-Pierre. L'île de Saint-Pierre, voilà, c'est ça. Et en fait, il est chargé d'un programme de protection de témoins, d'essayer de tout simplement de façonner une nouvelle identité pour des témoins qui sont qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger, voilà, c'est ça. C'est essentiel. Donc il leur apprend entre guillemets avec le témoin une nouvelle identité pour qu'après les personnes puissent repartir dans une nouvelle vie, tout simplement. Et là, on lui envoie une jeune fille qui ne parle pas, qui est très mutique, qui n'arrive pas du tout à se réadapter et qu'il faut absolument protéger parce qu'elle a un serial killer qui essaye de la retrouver. Parce qu'elle sait qui c'est et elle peut décrire qui il est, sauf que comme elle ne parle pas, c'est plutôt compliqué. Et en fait, elle a été pendant une dizaine d'années enfermée dans une cave. Et en fait, c'est pas la première que ce serial killer a enfermée, et ce sera peut-être pas non plus la dernière. Donc, on a en fait il y a l'enquête, donc il y a Coste avec cette jeune fille qu'il essaye de faire parler, et puis le serial killer, où on ne sait pas du tout qui c'est. Il faut se protéger. Il faut se protéger, bien sûr, tout à fait. Et puis le serial killer, donc chapitre par chapitre, mais on ne sait absolument pas qui c'est, qui lui comprend qu'il peut être reconnu et essaye du coup d'aller éliminer cette jeune fille. Celle qui peut dire qui il est. Tout à fait. C'est mené tambour battant, ce qui est souvent le cas avec Norek, c'est-à-dire
on s'ennuie absolument pas. C'est toujours un tambour maintenant. Il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout. Alors vous me direz, c'est normal, mais des fois en polar, on anticipe certaines choses. Voilà. On sauve bien les choses. Tout à fait. Alors que là, pas du tout. Ouais. Et c'est ça qui est absolument génial. Le serial killer est vraiment frappadingue de chez frappadingue. Voilà. C'est pas dégoulinant, ni ça fait pas peur, ni rien du tout. Hein. C'est pas. Enfin, moi, j'y arrive pas. Hein. Je suis un peu douillette, donc il me faut pas des choses trop violentes. Non, on n'est pas chez Tarantino, donc c'est pas ça. Avec des meubles globines partout. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus psychologique, quoi. C'est psychologique, voilà. C'est du bon suspense, avec des bons rebondissements et une fin qui est toujours effectivement assez renversante. Il avait fait ça aussi avec Surface, le roman précédent, qui était tout aussi bon et tout aussi haletant, et où sans comprendre ce qui va se passer, et tout de suite, ah ouais, c'était ça. Voilà. Moi, j'aime bien les polars quand ils sont comme ça. C'est génial. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Norek, il sait vraiment y faire. C'est vraiment, effectivement, il a cette patte de savoir nous tenir par le bout du nez. Voilà, c'est ça. Oui, sans qu'on puisse deviner quoi que ce soit. Quoi. Non, voilà, tout simplement. Donc, Olivier Norek dans Les Brumes de Kaplan. De Kaplan, et c'est aux éditions Pocket. Aux éditions Pocket. Voilà. Stéphanie Ferriel, merci infiniment. Je vous en prie. Parce bonne que là, lecture. je crois que voilà, on a 5 livres là qu'on peut porter, on a de quoi le lire pendant tout l'été. Tout à fait, oui, le choix est là. Voilà. Le choix est là. Vous reviendrez peut-être à la rentrée nous parler avec plaisir. La rentrée littéraire. Oui, avec plaisir. Oui, j'ai commencé à en lire et il y a des jolies choses qui se dessinent. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie du Canal. Du Pavé du Canal. Le Pavé du Canal. Tout à fait. Même à Montigny. À Montigny-Bretonneux, voilà, le Pavé du Canal. Ans, quoi, si vous faites. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.